Wagwan Solution, donc moi je suis en chemin pour dominer les peurs qui m'empêchent d'avancer dans ma carrière. Donc je fais un challenge de 50 vidéos, donc je vais regarder 50 vidéos de TEDx inspirants qui parlent d'affronter la peur de l'échec, la peur de se faire rejeter, la peur de perdre de l'argent, la peur de vivre une vie qui n'a pas de sens. Et dans ces 50 vidéos, on va aussi aborder comment développer du courage en maîtrisant du coup nos croyances, nos pensées, nos émotions, nos actions et les habitudes pour pouvoir installer du courage dans nos vies au quotidien. Donc si toi aussi ton pire ennemi c'est toi-même et que tu cherches à développer du courage pour affronter les obstacles qui te bloquent dans ta carrière, let's go! Donc aujourd'hui on est avec le professeur de design Bill Burnett. Donc c'est un TEDx dont je vais mettre le lien en description. Bill Burnett, professeur de design. Et donc en gros le design c'est une idéologie, une manière de fonctionner pour pouvoir améliorer des produits et des services. Et dans ce TEDx, il se propose du coup de mettre le design au service de améliorer sa vie. Donc pour aider les gens qui se trouvent un peu coincés dans leur vie professionnelle, pour les aider à se décoincer grâce au design. Donc il commence en disant, en abordant quelques beliefs, quelques croyances, quelques fausses croyances du coup, en tout cas quelques croyances qui ne sont pas fonctionnelles à propos de la passion. Donc c'est le fait de croire qu'on a genre une passion et qu'il faut qu'on trouve une passion, sa passion, la passion. Donc c'est un peu le même concept de croire que voilà, on va trouver une âme sœur, une personne est faite pour toi dans la vie en termes de relation de couple, et c'est pas nécessairement vrai. On peut avoir plusieurs passions. Mais genre ils parlent d'une expérience qu'ils ont fait du coup à leur école, et que sur peut-être une centaine d'élèves entre 10 et 30 ans, il n'y a que 20% qui avaient réussi à avoir qu'une seule passion. Bon bref, en gros la majorité des gens ont plusieurs passions. Donc le concept de se dire il faut que je trouve ma passion, la passion, c'est peut-être pas la bonne manière de penser à ça. Ensuite, une autre croyance qui peut être un peu bloquante par rapport à ça, donc c'est le fait de croire que voilà, tu devrais déjà savoir ce que tu fais de ta vie quoi. Donc genre tu as 30 ans, donc c'est bon là, ta vie ça devrait être réglé, alors que pas nécessairement. C'est pas parce qu'on a tel âge ou tel âge que on a déjà trouvé la solution à certains problèmes dans la vie. Il y a des gens qui font des crises de la quarantaine, ben, c'est à 40 ans, qui se disent putain en fait j'ai passé 40 ans à vivre ma vie d'une certaine manière, et puis finalement je me rends compte que en vrai j'ai pas choisi ça, en vrai ça me convient pas, et en vrai je veux changer maintenant. Donc ça c'est une deuxième croyance qui est un peu bloquante, le fait de croire qu'on devrait déjà avoir sa vie réglée. Et une troisième croyance qui peut être un peu bloquante aussi par rapport à trouver sa voie, c'est ce qu'on entend à propos de vivre la meilleure version de soi-même. Donc lui, il n'est pas trop sur ça non plus. Il nous dit que voilà, c'est pareil, même concept que la première croyance, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une meilleure version de toi-même, et que en gros il faut pas trop se perdre à essayer de faire le meilleur du meilleur du meilleur, genre le bien c'est l'ennemi du mieux, le mieux c'est l'ennemi du meilleur. Non, lui il dit qu'en gros effectivement il existe une version de toi-même qui sera la meilleure d'entre toutes, n'empêche que pour une version de toi qui peut-être est la meilleure mais qui peut-être aussi est inatteignable, il y a une dizaine de versions de toi qui sont mieux que ce que tu as actuellement et qui sont quand même valables, qui te permettraient de vivre une vie ok quoi, une vie agréable, même pas ok, une vie cool en fait. Il y a 10 versions de vie mieux que maintenant qui moi par exemple me permettraient d'être beaucoup plus heureux professionnellement que je ne le suis aujourd'hui par exemple. Donc ne pas se concentrer sur le meilleur du meilleur du meilleur, mais au moins faire mieux, c'est déjà très bien en fait. Et du coup, il nous propose un processus en 5 étapes. En gros, ça suit un peu le processus d'expérimentation un peu scientifique. Donc ça commence par bon, ben, la collecte d'idées, la collecte d'hypothèses, imaginer de nouvelles idées, ensuite réduire pour pouvoir faciliter le choix, et ensuite choisir sans avoir peur de faire le mauvais choix, et puis finalement expérimenter pour vérifier les hypothèses. Donc en gros, 1. Collecter des idées actuelles, 2. Imaginer de nouvelles idées qui pourraient nous rendre heureux professionnellement, 3. Réduire le nombre d'idées, en tout cas faire une shortlist pour pouvoir faciliter le choix, 4. Choisir sans avoir peur de faire le mauvais choix, et 5. Expérimenter pour voir si l'hypothèse était juste. Donc il commence avec la première. Donc en gros, rassembler des idées, collecter des idées actuelles qui pourraient nous rendre heureux professionnellement. Donc pour ça, il nous propose de faire genre
d'écrire 150 mots à propos de, voilà, qu'est-ce qui pour moi est une vie qui a du sens. Donc voilà, on prend une feuille de papier. Donc une vie qui a du sens pour moi, en gros, c'est basé sur quatre éléments donc de l'ikigai, hein. C'est une vie du coup où je fais des activités qui me passionnent, une vie où je fais des activités où je suis bon, où j'ai développé une force petit à petit et où je suis vraiment bon dans ce que je fais, où je suis efficace. Une vie où je réponds à des besoins dans le monde, donc des besoins de la société, des besoins sociaux, sociétals. Et une vie où j'ai des activités qui me rapportent de l'argent. Du coup, ça pour moi, ce serait une vie qui a du sens, sur laquelle je peux me lancer à tout prix. C'est vrai que c'est pas nécessairement facile de rassembler les quatre éléments là en un seul gros élément. Et pareil, moi je le vois pas forcément comme un seul élément, mais plus comme un chemin sur lequel j'apprends à rassembler ces quatre éléments là ensemble. Donc voilà, donc il dit de faire 150 mots sur qu'est-ce qui est pour toi une vie qui a du sens, et ensuite de faire 150 mots sur à quoi sert ton travail, à qui c'est utile, c'est quoi ton but dans la vie, quoi. Euh, je crois que j'ai dit deux fois la même chose, mais en gros, voilà. Donc ça permet de mettre sur le papier ce qu'on pense de comment on a envie de mener sa vie et comment on pense que son travail peut nous aider à mener notre vie. Voilà, c'est déjà un premier pas pour pouvoir mettre sur le papier les idées actuelles qu'on a déjà. Ensuite, deuxièmement, on passe à créer de nouvelles idées qui pourraient nous rendre heureux professionnellement. Donc là, il nous parle de une anecdote du mec de Zappos, Zapposman, qui en gros, apparemment, il embauchait en fonction de certains critères. Genre, il demande aux gens, est-ce que tu crois que tu es chanceux? Oui, non. Ceux qui ont répondu non, vous n'êtes pas chanceux, venez pas travailler pour moi. Je ne veux pas vous voir à côté de moi. Et en gros, il y a une expérience psychologique qu'ils ont faite. Donc, c'est genre, ils ont pris un groupe de personnes et puis ils leur ont dit, un groupe, enfin, ils demandent à chacun de dire, est-ce que vous pensez que vous êtes une personne chanceuse? Donc, il y a ceux qui répondent oui, il y a ceux qui répondent non. Et ils ont continué l'expérience et ils disent, bon voilà, on va vous faire aller en journal. Et dans cette page de journal, il faudra compter le nombre de titres qu'il y a. Bon, ça paraît assez simple. Et donc voilà, si tu tombes sur le juste nombre de titres, on te donne 100 dollars. Ok, donc les mecs commencent à lire le journal et puis ils commencent à compter les machins. Et il s'avère que du coup, il y a ceux qui ont dit non, non, moi je suis pas trop chanceux. Bon, bah ils ont juste trouvé le nombre juste de titres qu'il y avait dans le journal. Et puis bon, voilà, ils ont gagné leurs 100 dollars. Mais en fait, dans le journal, il y avait aussi une ligne qui était écrite blablabla. Bla, si tu lis ça, l'expérience s'arrête maintenant et tu gagnes 150 euros dollars supplémentaires. Et du coup, il s'avère que les personnes qui ont répondu qui sont plutôt chanceuses dans la vie, c'est elles qui ont le plus vu cette ligne-là. Donc c'était une ligne d'une nouvelle opportunité où ils pouvaient gagner genre 150 dollars supplémentaires. Ils l'ont lu et c'est eux qui, comment dire, c'est les personnes qui se disaient le plus chanceuses qui ont le plus vu une nouvelle opportunité en fait. Donc tout ça pour nous dire que pour pouvoir créer de nouvelles idées qui pourraient nous rendre heureux professionnellement, il faut qu'on soit ouvert en fait aux nouvelles opportunités qui pourraient arriver dans notre vie. Euh, da, da, da. Ensuite, du coup, pour pouvoir imaginer de nouvelles solutions aussi, il nous parle de genre faire une petite expérience de pensée. Donc, c'est comme si on imaginait des mondes parallèles. Donc, moi, je suis là, j'ai ma vie qui est en train de se dérouler. Mais j'imagine, enfin, l'expérience, c'est d'imaginer trois vies parallèles. Donc, une autre vie parallèle qui est euh, qu'est-ce que je ferais si je pouvais vivre la vie professionnelle de mes rêves maintenant? Donc, moi, ce serait genre un créateur de contenu, donc un artiste qui crée du contenu, en même temps un entrepreneur qui développe des solutions. Donc ça, ce serait ça ma voie professionnelle de rêve. Deuxième vie parallèle. Donc imagine si ton option 1 c'est remplacé par des robots. Donc en gros on a des robots artistes qui créent du contenu et des robots qui s'occupent de développer des solutions. Qu'est-ce que je ferais alors? Ben je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que je ferais je sais pas. Je pense que si j'avais pas besoin de faire ça, je serais en mode essayer d'emmener un maximum de gens dans la 5D et de vivre dans l'amour universel. C'est un peu abstrait comme ça. Et ensuite, ils disent genre troisième vie parallèle, si tu es rentier sans être célèbre, donc t'as pas besoin de craindre le manque d'argent ni le regard des autres, qu'est-ce que tu ferais comme activité professionnelle? Alors je trouve que les questions sont pas forcément évidentes à répondre. Je sais pas si toi tu peux y répondre plus facilement que moi, mais bon, si j'étais rentier et que personne ne me regardait, qu'est-ce que je ferais? Ça dépend, hein. Moi j'ai un shadow, je serais peut-être un vilain, genre les vilains de James Bond là.
pour changer le monde un peu comme je veux, en utilisant des moyens peu orthodoxes, sans craindre le regard des autres. Mais je pense qu'en vrai, j'irai chill d'abord, quelque part loin. Puis je ferai des films, je pense. Je pense que je ferai des films. Je pense que je ferai un Hollywood, donc une machine à changer de paradigme. Donc une machine, genre, j'ai remarqué que Hollywood, ils véhiculent beaucoup de messages dans le monde entier avec leur machine de production de films. Donc ce sont chaque film, c'est un véhicule qui a une certaine idéologie, un certain message, nanana. Moi, comme j'ai 150 messages à faire passer dans ma tête, que j'aimerais faire passer dans ma tête, pour pouvoir les faire passer de ma tête à la tête d'autres personnes, je pense que j'aurais créé un complexe hollywoodien pour pouvoir sortir tous les films que j'ai envie de sortir. Donc voilà. Du coup, une fois qu'on a fait cette deuxième étape de imaginer des solutions qui pourraient nous rendre heureux au travail, donc 3, réduire les options. Réduire les options pour nous permettre de choisir plus facilement. Donc là, il nous parle d'une expérience du paradoxe du choix. Donc c'est genre une expérience psychologique qu'ils ont menée. Donc c'est une dame qui est dans un supermarché et puis elle a un spot de confiture, elle a un stand de confiture. Donc le premier jour, elle a 6 confitures sur sa table. 6 pots de confiture sur sa table. Donc il y a 30 personnes qui se pointent, qui regardent, qui s'intéressent, qui goûtent machin. Et puis il y en a 10 qui achètent. Sur les 30, il y en a 10 qui achètent le premier jour. Ensuite, un deuxième jour, il n'y a pas 6 pots de confiture sur la table, il y en a 24. 24 pots de confiture sur la table. Du coup, là, il y a 2 fois plus de personnes qui s'arrêtent pour pouvoir tester, goûter, machin. Donc, ça fait 60 personnes. Pourtant, il n'y a que 2 personnes qui finissent par acheter. Contre 10 au moment où il n'y avait que 6 pots de confiture. Donc, ça, c'était une expérience pour montrer que plus il y a de choix, en fait, moins on fait le choix. Moins on prend la décision, moins il y a de gens qui vont acheter, en fait. Donc pour pouvoir trouver des idées qui nous rendent heureux professionnellement, donc c'est bien de faire une liste, d'imaginer tout un tas de trucs, mais au bout d'un moment, il faut qu'on puisse couper dans l'art et réduire la liste des choix pour pouvoir garder une petite quantité et faciliter le choix, quoi. Et il nous parle aussi de genre euh, le problème de la gravité. La gravité, genre j'ai une pomme dans ma main, je la lance, en fait, toute seule, elle va tomber et on peut répéter l'expérience autant de fois qu'on veut. En fait, la gravité va toujours attirer la pomme sur le sol. Et en gros, c'est pour nous aider à faire la différence entre les problèmes qui sont du style, il y a la gravité, donc c'est pas vraiment un problème en fait. Comment dire? Le fait qu'il y ait la gravité et que quand on lance une pomme, ben, elle va retomber vers le sol, c'est pas un problème à gérer. Voilà, c'est pas un problème à traiter. Parce que finalement, ça va toujours être la même chose. Donc, peu importe les solutions qu'on va vouloir mettre en place, la pomme va toujours tomber sur le sol. Donc, il y a les problèmes de style gravité. Ils ne sont pas à traiter. Ce pas des problèmes, c'est des faux problèmes en fait. On pourrait se plaindre du fait, ah mais pourquoi la pomme tombe? Pourquoi je suis pas heureux professionnellement? Pourquoi les gens ils sont pas, pourquoi les gens ils sont chiants? Pourquoi les gens ils se comportent comme des gens? Pourquoi les gens sont des humains qui sont imparfaits? On pourrait se prendre la tête toute la journée par rapport à ces problématiques là. Mais en fait, ça va pas changer. Les humains vont toujours rester des humains. Les gens sont imparfaits, je suis imparfait. Donc ça sert à rien de rester bloqué sur ces problèmes-là. Par contre, on peut se concentrer sur les problèmes sur lesquels on peut changer les choses, quoi. Donc ça aussi, par rapport à la liste des idées, de choses qui pourraient nous rendre heureux, on peut éliminer les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, quoi. Les choses qui sont juste, c'est comme ça, le monde est comme ça, on peut les éliminer. Ensuite, il nous invite à choisir bien, donc ça c'est la 4e étape, choisir bien. Et là il nous parle de Daniel Goleman, donc c'est un psychologue qui a fait pas mal d'expériences du coup psychologiques aussi. Et notamment il a fait des expériences pour mettre en relation le cerveau primaire, genre le cerveau dit reptilien, là, le cerveau qui est la première partie du cerveau qui s'est développée, sachant qu'il y a genre une première grosse partie qui gère les réactions physiologiques et puis aussi les réactions de fight or flight, donc à la base du cerveau. Ensuite, on a développé un cerveau un peu social au fur et à mesure qu'on construisait des sociétés, qu'il fallait travailler en société, communiquer avec les autres. On a développé une nouvelle partie du cerveau un peu sociale. Et ensuite, on a développé une partie du cerveau un peu pour la vision à long terme. Donc, on a commencé à stocker des ressources, stocker du blé, stocker à manger. Donc, on avait du temps. On avait moins besoin d'être au quotidien, d'aller chercher à bouffer. Et on était plus apte à penser à long terme, à penser à demain, après-demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Donc on a développé cette partie avant du cerveau qui nous aide pour la réflexion à long terme. Bref, Daniel Goleman, du coup, pour nous aider à faire des choix, donc il a fait des expériences psychologiques basées sur le cerveau primaire ici, là. Et en gros,
Il nous dit qu'il y a une partie du cerveau qui se retrouve ici, là, qui nous aide à faire la synthèse des décisions émotionnelles. Donc, genre, sur une période de temps, on a pris certaines actions, on a pris certaines décisions. Ça nous a fait nous sentir de certaines manières, plutôt haut, plutôt basse, plutôt agréable, plutôt désagréable, plutôt positive, plutôt négative, mais que toutes ces émotions sont stockées quelque part ici, là. Et que du coup, quand on prend des décisions, on a une réaction assez instinctive qui nous dit si ça va être plutôt positif ou plutôt négatif par rapport aux expériences qu'on a déjà eues. Et c'est ça qu'on appelle le gut feeling, un feeling qu'on sent dans nos tripes, genre une décision basée sur les tripes, je fais confiance à mes tripes, c'est parce que justement la base du cerveau qui enregistre la plupart des décisions émotionnelles est connectée plus à nos tripes qu'à la partie de réflexion logique. Donc prendre une décision sur ces tripes, c'est vraiment prendre une décision instinctive. Donc pourquoi il nous raconte ça en gros pour nous dire qu'il faut à la fois prendre des choix de manière rationnelle avec le cerveau préfrontal cortex préfrontal, et aussi à l'aide de critères émotionnels, donc de critères plus instinctifs, donc de critères plus basés sur le feeling dans nos tripes. Donc il nous dit qu'il faut les deux pour pouvoir prendre de bonnes décisions, pas seulement l'émotion, pas seulement la logique, mais les deux autant que possible. Donc par exemple moi c'est pas juste je veux être un artiste, vivre la vie d'artiste, la vie de bohème, voilà, vivre d'amour et d'eau fraîche. Non, c'est je veux accomplir certains objectifs artistiques, en tout cas véhiculer certains messages grâce à l'art concrètement, mais aussi il faut que ça rapporte. Donc c'est pour ça que je pense genre aux studios d'Hollywood, je pense par exemple aux franchises cinématographiques qui ont bien fonctionné, comme je sais pas moi, Star Wars, Disney, qui arrivent à très bien à rémunérer leur art. Bon, quoi qu'on en pense, hein, je sais qu'il y a des gens qui considèrent que voilà, c'est pas de l'art, que Hollywood c'est pas de l'art. N'empêche que c'est une forme d'art qui est liée à une forme de rémunération. Donc il y a de l'émotion, il y a de la logique, et puis euh, ils arrivent à scaler leur modèle dans le monde entier. Le monde entier connaît Disney, le monde entier connaît Star Wars, parce que justement, on arrive à faire fonctionner les deux ensemble. Alors que quand tu as de l'art, mais tu n'as pas forcément les moyens de subvenir à la promotion de cet art-là, bon, c'est qu'une petite quantité de personnes, peut-être des élites, peut-être qu'il y en a qui aiment ça, mais c'est une petite quantité de personnes qui va pouvoir profiter de cet art-là. C'est pas mon objectif, c'est pour ça que je regarde comment Disney, Star Wars font. Donc maintenant qu'on a pris une décision, l'étape 4, basée sur le rationnel et l'émotionnel, on peut avancer et aller vers l'expérimentation, l'étape 5. L'expérimentation. Donc là, il nous parle d'une expérience qui a été menée, du coup une expérience psychologique encore, qui a été menée dans une université. Donc en gros, les gars, c'est les élèves, c'est le prof qui fait l'expérimentateur. Et du coup, il leur amène des peintures de Monet. Donc il y aura le peintre Monet. Donc il y a 5 peintures, 1, 2, 3, 4, 5. Il les mélange et puis il demande à chacun de numéroter, enfin de classer les peintures du plus beau, donc numéro 1, au moins beau, subjectivement, hein, numéro 5. Donc il les classe, 1, 2, 3, 4, 5, et puis il leur dit, bon c'est bon, l'expérience est terminée, vous pouvez rentrer chez vous. Donc voilà, c'est ça l'expérience. Sauf qu'il leur dit, attendez, avant de partir, j'aurais besoin que vous fassiez un truc. C'est qu'en fait, le numéro 2 et le numéro 3 là, j'en ai acheté trop. Genre, il n'avait pas juste 5 exemplaires, il avait plusieurs exemplaires. Et le numéro 2 et le numéro 3, j'en ai acheté trop en fait. Et je vais pas les ramener à la maison. Donc, du coup, je vous invite à les prendre. Si vous voulez, prenez-les. Faites ce que vous voulez avec. Et du coup, il y a deux groupes. Il fait l'expérience avec une première classe. La première classe, il leur dit voilà, prenez-les. Et si jamais vous les aimez pas, vous pouvez venir les échanger. Donc, vous me les ramenez. Et vous prenez, par exemple, si tu as pris un 2, tu vas chez toi. Tu l'aimes pas, tu reviens, tu prends un numéro 3, un numéro 4 ou un numéro 1, puisque c'est le numéro 1 qui est le plus beau. Mais en fait, il leur donne le choix entre le numéro 2 et le 3. Et donc finalement, en vrai, tout le monde a pris le 2 parce qu'ils ont classé du 1 au 5. Et le 2, entre le 2 et le 3, c'est le 2 le plus beau, quoi. Et du coup, ça, c'était la première classe. Donc la première classe, prends un, va chez toi. Si tu n'aimes pas, reviens prendre, échange et repars avec chez toi. Deuxième classe, il leur dit, prends un, par contre, me ramène pas parce que j'en ai vraiment trop. Si tu le ramènes, je ne saurais pas quoi faire avec. Donc prends-le et ne reviens jamais. Du coup voilà, donc il y a une classe qui a le droit de partir avec et de ramener s'ils n'aiment pas pour reprendre un autre. Et il y a une autre classe qui a le choix de prendre soit le 2, soit le 3. Mais une fois qu'ils ont choisi,
c'est bouclé quoi. On ne revient pas sur sa décision. Et l'expérience continue. Donc une semaine plus tard, il prend les mêmes élèves et il leur demande de reclasser encore une fois les tableaux du plus beau au plus joli, au moins beau, donc de 1 à 5. Donc le groupe qui avait le droit, du coup, le groupe qui avait le droit de venir rechanger son tableau, il s'avère que quand ils refont l'expérience la semaine d'après, ils n'aiment aucun des tableaux. Ils ne sont pas foutus de classer du 1 à 5, ils n'en aiment aucun. Alors que le groupe qui n'avait pas le choix de remettre son tableau, donc ils sont venus, ils ont pris un tableau, ils sont partis chez eux. Quand ils sont revenus pour la deuxième partie de l'expérience, il s'avère que, en fait, ils kiffaient leur numéro 2, le tableau numéro 2. Ils kiffaient et l'ont même préféré au tableau qui était classé numéro 1 la semaine d'avant. Donc, tout ça pour dire que par rapport au choix, que quoi, la conclusion c'est genre que quand les décisions sont réversibles, les chances d'être heureux tombent de 60 à 70%. Donc, il faut faire un choix et avancer. Alors là, j'ai pas trop compris la conclusion, mais en gros, peut-être que ça revient à genre brûler des ponts. Moi, je sais que par exemple, j'ai brûlé des ponts à un moment, genre, j'avais un contact pour pouvoir genre rentrer à EDF, chercher du travail, et je savais pas trop bien. Je cherchais encore ma voie, comme aujourd'hui, hein, même pire. Avant, c'est pire. Et j'avais un contact pour pouvoir passer un entretien à EDF. Donc je suis en entretien avec un mec et tout. Et il me demande, ben voilà, qu'est-ce que je veux pour ma vie et tout. Je lui dis, ben j'hésite entre plusieurs trucs. Mais voilà, mais il me dit que, ok, il comprend que j'hésite entre, par exemple, une carrière corporate à EDF classique et une carrière entrepreneuriat artistique machin. Mais par contre, là, on arrive à un point de décision où genre j'avais 25 ans. Et à cet âge-là, les gens qui ont fait des études, euh, genre moi j'ai fait un bac plus 5, donc à 25 ans je crois que j'ai 3 ans après mon diplôme. Et à ce moment-là, le diplôme ne devient pas aussi compétitif que des gens qui ont peut-être un bac plus 2, bac plus 3, mais qui ont de l'expérience. Donc peut-être que quand tu as le diplôme bac plus 5, bon ben tu viens juste de l'avoir, waouh, t'as bac plus 5, viens on t'embauche. Mais plus les années passent, et moins l'avantage compétitif est présent. Donc il me disait, bon ben voilà, là ça fait 3 ans que tu as eu ton diplôme, tu fais le choix que tu veux, moi je te dis juste que plus le temps passe et moins ton avantage compétitif est important. Et en gros, à ce moment-là, je lui avais dit que je ne rejoignais pas l'entreprise finalement. Et moi, j'avais vécu cette expérience-là un peu comme brûler un pont, quoi. Je me disais, putain, là je suis face à mes dernières chances de rentrer facilement dans le monde corporate en utilisant l'avantage compétitif d'avoir un diplôme bac plus 5. Je n'ai pas pris cet avantage-là pour trouver un job corporate. J'ai poursuivi mes expériences dans l'entrepreneuriat et dans l'art. Ça ne s'est pas forcément passé comme je pensais, mais en tout cas, j'ai poursuivi ces expériences-là. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Et du coup, l'expérience que j'avais eue pendant cet entretien-là, pour moi, c'était genre brûler un pont en fait. Et tout ça pour revenir à quoi? Donc ouais, quand les décisions sont réversibles, on a moins de chances d'être heureux, alors que quand on brûle des ponts, là c'est tout droit quoi. La seule option c'est tout droit et il n'y a pas à regretter. On a moins d'occasions, d'opportunités de regretter, donc on a plus d'occasions d'être heureux finalement. Donc voilà, et un autre conseil qu'il nous donne pour du coup tester, pour avancer, donc la 5 c'est quoi? C'est faire des expériences. Donc, c'est faire un prototype. Un premier prototype qu'on peut faire, c'est le prototype conversation. Donc, par exemple, si je dis que, ok, moi, je veux une carrière de, je sais pas moi, de scénariste, producteur de contenu, bon, ben, c'est bien si je peux aller discuter avec des gens qui ont déjà produit des scénarios, des gens qui ont déjà réalisé des scénarios. Parce qu'ils sont déjà en avance, ils ont déjà l'expérience. Et je peux juste aller leur parler là tout de suite et ils me donnent leur retour d'expérience. Comme ça, je vois si ça me convient plutôt ou ça me convient plutôt pas. Alors, ça, c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait. En termes de création de contenu, je check quelques artistes. J'avoue que je devrais parler plus avec eux. Du coup, bon, bah, à la lumière de ce TEDx, je vais augmenter mes contacts avec mes amis artistes. J'ai quelques amis entrepreneurs aussi. Je devrais augmenter mes conversations sur leur expérience professionnelle parce que c'est vrai que on parle de ce qu'ils font, mais je ne parle pas forcément beaucoup avec eux de comment ils vivent leur expérience, de leur point de vue subjectif. Donc je pense que je devrais développer cette partie-là aussi.
Ensuite, donc ça c'est le prototype conversation. Ensuite, un prototype qui peut être plus abouti, c'est le prototype expérience. Donc c'est genre un stage, avoir une expérience pour de vrai. Et là, il nous raconte l'histoire d'une femme qui voulait reprendre ses études à 45 ans. Mais elle se disait, ben non, ça va pas, je vais pas reprendre mes études à 45 ans. T'imagines, les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont penser et tout. Ils vont me voir une vieille et tout qui vient dans leur classe. Non, 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 c'est pas possible. Et puis finalement, le gars lui a donné un petit conseil, il lui a dit de mettre un t-shirt, c'était pour rentrer à Stanford. Donc il lui dit, mais va tester, t'as pas besoin de t'inscrire pour une année, va une journée, un après-midi, tu vas suivre une classe et puis tu vois si c'est pour toi. En tout cas, ce sera déjà un premier prototype d'expérience. Donc il lui a dit, prends un t-shirt Stanford, marqué Stanford, tu rentres dans l'école et puis les gens vont pas te poser de questions, ils vont voir que voilà, tu es dans l'école Stanford avec un t-shirt Stanford, il n'y a pas de souci quoi. Tu vas un après-midi dans l'amphithéâtre, tu suis un cours et puis elle a fait. Et elle s'est rendue compte que ça s'est bien passé, elle a discuté avec les élèves, ça s'est bien passé, les gens étaient intéressés par ce qu'elle était en train de faire là. Et lui demandaient, ah ouais, mais t'as 45 ans, tu reprends les études et tout, ah mais c'est cool, j'ai jamais vu ça, mais pourquoi, nani, ah c'est intéressant, nana. Donc elle s'est rendue compte que ce qu'elle pensait n'était pas forcément juste. Les peurs qu'elle avait par rapport à ce que les jeunes penseraient d'elle, n'étaient pas vraies. Et ça, elle a pu le vérifier en ayant un prototype d'expérience. Donc voilà, ça c'est deux types d'options qu'il nous propose pour pouvoir tester nos idées là qui pourraient éventuellement nous rendre heureux. Donc c'est le check des gens qui font déjà ce qu'on veut faire sur le terrain. Voilà. Et deuxièmement, d'avoir des petites expériences. Donc moi mes expériences par exemple, je traînais avec un groupe de musique qui s'appelle La Familia. Donc dans La Familia en fait il y avait un mec qui est Spiker, donc Spiker du Septentrional Crew. Et il s'avère que j'ai réussi à entrer en contact avec lui. Je sais plus comment, c'était à Paris, genre en 2016-2017. Et ben, j'avais assisté à pas mal de sessions studio avec eux. Donc j'ai vu comment ça se passe en studio. Euh, J'avais l'expérience, j'étais dans le studio pendant que les mecs enregistraient. Et des expériences de clips aussi. Donc finalement, ouais, j'étais sur le tournage de deux clips. Deux ou trois clips, je sais plus. Bon, disons deux. Et il y a même un des clips où en fait j'étais en mode la débrouille, j'étais en mode fasciné. Je me suis dit, waouh, je suis sur un tournage de clip, bordel. Et du coup, je me rends utile autant que je peux. Et puis là, il y a le réalisateur, donc c'est. Comment il s'appelle? Braquage. Braquage, le réalisateur. Il me voit m'activer et tout sur le plateau. C'était dans les bois, hein, le truc, le plateau. Il me voit m'activer sur le plateau en train de gérer des trucs et tout. Et il me dit, toi tu as l'air intéressant, tu vas faire assistant. Et il m'a pris sous son aile et puis je le suivais du coup avec la caméra. Donc on était vraiment dans les bois. Il tenait la caméra, il marchait à reculons et du coup moi je marchais, je lui tenais le truc comme ça pour ne pas qu'il se prenne les jambes dans des branches, dans des lianes, dans des toiles d'araignée, ce genre de trucs. Donc voilà, j'étais assistant réalisateur le temps de ce tournage là. Donc en fait c'était une super expérience. Maintenant que j'y pense, maintenant que je suis en train de faire la vidéo et que j'y pense, c'était une expérience de fou quoi, pour moi. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'il nous raconte. J'oublie son prénom, mais en tout cas je mettrai le lien du TEDx sous la vidéo. Et en gros, en récapitulatif, comment faire pour être heureux professionnellement? Un, déjà collecter les idées actuellement qu'on a à propos de qu'est-ce qu'on pense de la vie et qu'est-ce qu'on pense de notre métier. Donc collecter les idées actuelles, donc on écrit, bam bam bam. Ensuite, on peut imaginer de nouvelles idées. Donc voilà, en faisant preuve de créativité. Donc ça, c'était la deuxième option. Troisièmement, donc une fois qu'on a la liste, qu'on a généré une belle liste avec des idées actuelles et puis des nouvelles idées, on peut éliminer des idées pour nous faciliter le choix. Donc on réduit ça. Et puis il ne faut pas avoir peur de réduire parce que en utilisant la connaissance du coup de Daniel Goleman, une fois que l'on se met à réduire les trucs, si jamais on a choisi d'éliminer ça, si jamais on se sent mal, genre ah mince, j'aurais pas dû barrer cette option là. Donc ça c'est notre gut feeling, c'est nos tripes qui nous disent non, t'as effacé ça mais remets-la en fait. Ben, on a le droit en fait d'écouter notre gut feeling et de se dire ok bon ben je l'ai effacé mais finalement j'efface pas. Par contre celle-là je l'ai effacée, j'ai rien senti, au contraire j'étais bien content de l'effacer, donc ça il n'y a pas de souci. Donc on a notre grande liste des idées actuelles, de nouvelles idées qu'on a générées, on peut en effacer certaines et il n'y a pas besoin d'avoir peur d'en effacer parce que finalement tant qu'on est à l'écoute de soi on va savoir si on a effacé les bonnes ou si on n'a pas effacé les bonnes, si on a effacé les mauvaises, on peut toujours remettre les mauvaises dans la liste quoi. Et une fois qu'on a cette petite liste, on peut du coup aller expérimenter. Donc soit en allant parler à des gens, soit en allant avoir des petites expériences donc sur le terrain.
Et c'est ça qui va nous dire, ok, bon ben j'ai eu l'expérience, j'ai aimé, j'ai pas aimé, je continue pas. Donc ça, c'est des trucs qui pourraient nous aider à avancer dans le bonheur professionnel. Donc j'espère que ça a pu être utile, en tout cas par rapport aux dernières vidéos que j'ai faites sur trouver sa voie professionnelle. Ça, c'est ce TEDx là, c'est un des plus utiles que j'ai trouvé, genre l'avant-dernière. Ça, c'est là, on est à l'épisode numéro 5. À l'épisode numéro 4, j'ai pas trop kiffé et ça se voit sur la vidéo. J'ai enregistré, la vidéo est sombre, plus sombre que d'habitude, je veux dire. Mais là, j'ai plutôt kiffé et ça se sent aussi sur la manière dont j'explique le TEDx. Je suis beaucoup plus à l'aise. Donc là, j'ai vraiment kiffé. Et du coup, je t'invite à aller voir ce TEDx là. Donc je me parle aussi à moi-même. Donc Julien, si tu écoutes cette vidéo, clique sur le lien dans la bio et re-regarde ce TEDx parce qu'il était vraiment intéressant. Bon, c'est tout pour cette vidéo.